Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Manifestation du parti politique de l'opposition au mouvement pour le changement démocratique au Zimbabwe. Une mobilisation qui avait pour but de prévenir les risques de fraude électorale à l'approche des élections générales prévues le 30 juillet 2018. Assainissement du secteur de la microfinance au Togo. Les autorités togolaises prévoient d'assainir ce secteur qui a contribué à près de 48% de la bancarisation en 2016, mais qui subit la présence d'institutions illégales. Et le Tchad fait face au défi de la réinsertion des jeunes. Des partenariats publics-privés ont été mis en place par les autorités pour faciliter le recrutement des jeunes gens et encourager l'entrepreneuriat afin de lutter contre le chômage. Mais tout d'abord, au Soudan du Sud, les députés ont adopté une loi qui prolonge les autorités au pouvoir jusqu'en 2021. Le mandat du président Salva Kiir et des autorités de transition en place depuis 2015 ont donc été prolongés de 3 ans à l'unanimité. Et ce alors que ce mandat devait prendre fin le mois prochain et que les négociations de paix avec le camp de l'opposant Riek Machar ont récemment débuté. Reste donc à savoir si ces pourparlers entamés pourront se poursuivre en vue d'un accord pour mettre fin à la guerre civile qui sévit dans le pays depuis décembre 2013. Au Zimbabwe, le parti d'opposition Mouvement pour le changement démocratique a manifesté le 11 juillet pour la 2e fois en 2 mois. Les dirigeants de l'opposition exigent des réformes qu'ils jugent nécessaires à l'approche des élections générales prévues le 30 juillet 2018, les premières depuis la démission du président Robert Mugabe en novembre 2017. Vina Nodin. Au Zimbabwe, le principal parti d'opposition a défilé devant la commission électorale indépendante pour la 2e fois en 2 mois, ce mercredi 11 juillet. Il exige des réformes qu'il juge vitales pour des élections libres et justes. La commission électorale du Zimbabwe devrait être un organe indépendant. Il devrait fonctionner seul. Mais vu comment les choses se passent, il y a une ingérence totale du parti au pouvoir, ce qui est très mauvais en droit et c'est la raison pour laquelle nous manifestons. Le 30 juillet, le Zimbabwe choisira un nouveau président et les membres du Parlement. Il s'agira de la première élection depuis que l'ancien chef d'État, Robert Mugabe, a été contraint de démissionner après un coup d'État de facto de l'armée l'année dernière. L'élection opposera l'actuel chef de l'État, Emmerson Mnangagwa, et son parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, à Nelson Chamisa, du mouvement pour le changement démocratique. Je reçois des messages du ZANU-PF demandant mon vote. Mais moi-même, je ne suis pas partisane du ZANU-PF. Je suis partisane du mouvement pour le changement démocratique. L'élection n'aura pas lieu si elle n'est pas conforme à la loi et aux règles de transparence et de responsabilité. Une mission d'observation des élections de l'Union européenne a appelé la semaine dernière à plus de transparence sur l'impression et le stockage des bulletins de vote pour améliorer la crédibilité du vote. Le mouvement pour le changement démocratique souhaite qu'il y ait un accord sur la conception, l'impression et le stockage des bulletins de vote. Également dans l'actualité au Cameroun, une attaque contre un convoi du ministre de la Défense ce jeudi 2 juillet à Kumba, une ville de la région anglophone du sud-ouest du pays, a fait au moins 6 victimes et plusieurs blessés. Plusieurs coups de feu ont été échangés entre militaires et assaillants, pour l'instant identifiés par les autorités comme étant un groupe sécessionniste. La ville de Kumba est l'une des localités les plus touchées par les violences qui affectent les régions anglophones du Cameroun, à savoir le sud-ouest et le nord-ouest. Au Togo, la contribution du secteur de la microfinance à la bancarisation a été estimée à près de 48% en 2016. Ce secteur contribue à une véritable inclusion financière. Pourtant, ce secteur présente un risque pour la population car il ne dispose pas d'agrément. Environ 20% des microfinances seraient illégales. Reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Au Togo, en 2017, 12 institutions de microfinance ont été suspendues d'activité. Le ministre de l'économie et des finances, Sani Yaya, entend assainir davantage le secteur. Au 31 mars 2018, le pays compte 75 systèmes financiers décentralisés, dont 54 membres de l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Togo. La loi demande aux institutions d'adhérer à l'association professionnelle.
90 jours après l'octroi de l'agrément. Donc on suppose qu'il y a une vingtaine qui est dehors et qui n'est pas en bonne santé, mais que l'autorité continue de comptabiliser parce que ces institutions-là, entre-temps, ont eu l'agrément. Des pistes de solutions sont proposées pour mieux réguler le secteur de la microfinance qui voit naître de nouvelles institutions sans agrément. Des structures qui ont collecté 200 millions d'épargne, qui ont octroyé autant de crédits ou plus, des structures qui sont à plus de 300 millions de dépôts, on peut les évaluer pour voir si elles présentent des perspectives de viabilité et liquider les structures qui ne présentent aucune perspective de viabilité. Au 31 mars 2018, 174 080 000 francs CFA comme montant total de dépôt contre un encours de crédit estimé à 142 732 000 pour un taux de dégradation de portefeuille en hausse de 8,4% ont été enregistrés. Au Tchad, la crise socio-économique qui touche le secteur public atteint notamment les jeunes populations. Le gouvernement a fait de la réinsertion sociale des jeunes une priorité. Une série de partenariats publics-privés a été adoptée pour faciliter les recrutements et encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Thierry Ndassa. Au Tchad, avec la suspension des recrutements à la fonction publique en 2016 pour des raisons d'austérité, le taux de chômage des jeunes ne cesse de grimper. Il est passé de 22% en 2016 à environ 30% en 2017 et touche généralement la classe d'âge comprise entre 15 et 30 ans, d'après le ministère de la fonction publique. Pour atténuer le phénomène, l'Office national de la promotion de l'emploi a initié une série de partenariats publics-privés pour faciliter l'insertion sociale des jeunes sans emploi. Les partenariats publics-privés initiés par le gouvernement et exécutés par l'Office national de la promotion de l'emploi vont non seulement permettre aux jeunes diplômés sans emploi de se perfectionner dans les unités de production privées, mais aussi de créer des opportunités d'embauche au profit de ces derniers. Avec la chute drastique du prix du pétrole sur le marché mondial, environ 3000 travailleurs du secteur pétrolier ont été licenciés et près de 2000 employés ont été mis au chômage technique entre 2014 et 2018. Pour les acteurs du secteur privé, la réduction du taux de chômage n'est possible que si les autorités misent sur les formations en liaison avec l'emploi. Souvent, les ouvriers qu'on recrute, ce sont des ouvriers non qualifiés. Quand on va déjà vers des secteurs pointus, on est obligé de faire recours à des expatriés. On a constaté même dans le cadre de projets pétroliers, il y a des activités très simples comme la soudure industrielle, comme la conduite défensive. On était obligé de faire appel à des Philippins. Pour rappel, au Tchad, la fonction publique demeure la plus grande pourvoyeuse d'emplois, avec environ 63 000 agents civils de l'État, soit 1% de la population active. Par ailleurs, plus de 48 000 dossiers de demande d'intégration à la fonction publique enregistrés en 2017 sont en attente de traitement. La 21e édition de la Coupe du Monde de football arrive à son terme en Russie. Et avec nous, pour en parler, nous recevons notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Merci Gladys, bonjour. Alors le jour de la finale et de la petite finale approche. C'est aussi l'heure du bilan et de tirer des enseignements sur ce mondial 2018. Exactement, et justement, attardons-nous sur certains joueurs qui ont marqué jusqu'à présent cette Coupe du Monde. Le milieu de terrain, par exemple, du CSKA Moscou, Alexandre Golovin, qui a impressionné par son omniprésence dans tous ses matchs, et l'attaquant aussi de l'Olympiakos, l'Iranien Ansari Fard. Il y a aussi le Brésilien Neymar, qui reste encore le meilleur joueur. Autre joueur, c'est le Mexicain Javier Hernandez. Il y a aussi Hugo Lloris, bien sûr, le Français, et l'autre Français, le défenseur Raphaël Varane. Et puis sans oublier, bien entendu, aussi Mandzukic, le Croate, et puis Eden Hazard aussi, qui a été très bon donc dans ce mondial, et puis le japonais Yua Osaka qui évolue du côté de Cologne. Alors, en attendant bien sûr la grande finale de ce dimanche, je vous propose d'écouter quelques réactions. Par exemple, Samuel Umtiti qui a marqué le but pour l'équipe de France contre l'équipe de la Belgique. Écoutez ce qu'il a dit. On a livré un gros match contre la Belgique. C'est ce qu'il fallait pour aller en finale. Je suis fier de tout le monde. Il y avait 11 chiens sur le terrain. Jusqu'ici, sur corner, je restais tout le temps au point de pénalty. Cette semaine, en regardant mes matchs, j'ai décidé d'aller au premier poteau. Et puis, bien sûr aussi, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. C'est quelque chose d'exceptionnel. Je suis vraiment très heureux pour mes joueurs. Ils sont jeunes, mais il y a du caractère, de la mentalité. Ça a été dur aujourd'hui face à une très belle équipe de Belgique, mais ce petit but nous fait du bien.
C'est un défenseur qui le marque. On a dû travailler beaucoup défensivement. On aurait pu prendre un peu plus l'avantage sur des contres en fin de match. Mais chapeau à mes joueurs et à l'ensemble de mon staff. On va jouer cette finale. Je ressens beaucoup de fierté par rapport à mon groupe. Et Gladys, je sais que vous suivez de près cette Coupe du Monde. Juste pour rappeler que ce samedi 14 juillet à 14h GMT à Saint-Pétersbourg, il y aura Belgique-Angleterre, comme vous l'avez dit, pour la petite finale. Et puis la grande finale, c'est dimanche 15 juillet à 15h du côté de Moscou, France-Croatie. C'est noté, José. Alors, comment s'annoncent ces duels pour les 4 équipes? Alors, justement, donc ce samedi 14 juillet, Belgique-Angleterre, ça serait un match sans grande saveur, que les équipes vont jouer sérieusement. Les entraîneurs devraient faire tourner avec les non-titulaires, tout en sachant que c'est quand même la médaille de bronze qui est en jeu et le résultat est non négligeable. Quant à France-Croatie, eh bien, cette rencontre, justement, s'annonce compliquée. Les techniciens doivent passer beaucoup de temps sur les séquences vidéo. D'ailleurs, les Croates et les Français se préparent dans le secret total. Et puis, Gladys, pour terminer, je voudrais faire un focus sur 2 personnages. Ce sont les entraîneurs de la grande finale. Didier Deschamps, alors regardez, Didier qui est très expérimenté, Didier Deschamps bien sûr, champion du monde en 1998. Il est passé par plusieurs grands clubs, notamment la Juventus de Turin. Il connaît le foot. C'est l'élève, je dis bien, d'Aimé Jacquet. Et puis Zlato Dalic n'était pas très connu avant le mondial, sauf en Croatie. Il a fait carrière chez les pros, mais il s'appuiera bien sûr sur les joueurs chevronnés pour remporter ce mondial. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.